Bonjour et bienvenue dans le Café du Commerce. Nous accueillons le président de la commission de défense, le député Jean-Michel Jacques, député du Morbihan. Bonjour. Bonjour. Et nous accueillons également Yves Jézéquel, qui est un ancien officier des forces spéciales, qui est passé aussi par le 13e régiment de parachutistes. Ça, c'était à ses débuts, puis la DGSE. Enfin, il a fait tout un parcours sur le terrain, à l'école de guerre, et il nous apportera son regard sur ces questions de défense auxquelles nous faisons également participer Philippe Correa, qui lui est un ancien du CEA, qui connaît bien les problèmes de défense et qui a créé son think tank qui s'appelle Yes Praise. Alors, première question. Monsieur le député, le budget a été voté, non sans mal. Est-ce que sur la rallonge pour la défense, on est secure? Est-ce qu'on va les toucher? Je crois que c'était 3,6 milliards. Est-ce que la loi de programmation... À 6,7 milliards de surmarche. Voilà. Est-ce qu'on est la loi de programmation? Est-ce qu'on est sur les rails? Le porte-avions nucléaire a été... Le deuxième porte-avions a été annoncé. On en est où là aujourd'hui, à l'heure qu'il est? Alors, on est sur des rails, mais on va avoir quand même une actualisation de la loi de programmation militaire qui va avoir lieu dans les semaines qui viennent. En fait, comme vous le savez, la loi de programmation militaire qui était programmée de 2024 jusqu'en 2030 a eu besoin d'être révisée au regard du retour d'expérience de la guerre en Ukraine, des ruptures technologiques qui se sont présentées récemment, que ce soit avec l'intelligence artificielle, les drones, et puis et donc il est nécessaire de revoir cette loi de programmation militaire, donc d'où cette surmarche qui est nécessaire pour être plus fort dans beaucoup de domaines. Le premier, bien entendu, c'est la dissuasion nucléaire, que nous voulons la plus robuste et la plus forte possible, mais aussi ça se décline dans les différents milieux. Et là, je pense à l'espace, où on a besoin de plus de satellites, le milieu aérien, le milieu terrestre, mais aussi le milieu maritime et le milieu sous-marin, car beaucoup de choses passent aussi. C'est un enjeu européen, puisque une aide de 90 milliards d'euros a été votée par l'Europe pour aider l'Ukraine. C'est une aide militaire, dès lors que les États-Unis semblent se désengager. Certains y sont férocement hostiles, notamment le Rassemblement national qui a voté contre, en disant ça va coûter 18 milliards à la France. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens de continuer à aider l'Ukraine? Alors, on n'a pas le choix, surtout. On n'a pas le choix, car ce qui se passe, c'est important. Il faut absolument empêcher la Russie d'arriver à ses ambitions, quand il était clairement dit par Vladimir Poutine. Il ne compte pas s'arrêter à l'Ukraine, et il est en train de vouloir refaire finalement un empire passé. Et il met en danger l'Europe, parce que les prochains sur la liste, c'est l'Estonie, enfin tous les pays baltes et bien d'autres, la Moldavie qui n'est pas en Europe, mais les pays baltes y sont. Et donc tout ça n'est pas du tout acceptable ni pour l'Europe, ni pour la France. Et donc la position du Rassemblement national, qui a toujours été pro-russe, est surprenante par rapport aux intérêts nationaux, mais c'est ainsi. Alors, vous connaissez Jean-Michel Jacques, vous avez été sur le terrain ensemble en Afghanistan. Jean-Michel était infirmier, c'est ça? Infirmier des forces spéciales. Voilà, vous étiez... J'étais avec le 13e RDP à l'époque, oui. Voilà. Est-ce que ce narratif, aujourd'hui, vous paraît crédible? La France a rassemblé une coalition des volontaires. Néanmoins, on dit que les Français sont ceux qui payent le moins, qui font beaucoup de discours. On a une armée qui, au départ, était une armée spécialisée dans les opérations extérieures, auxquelles vous avez largement participé. Est-ce que le reformatage est en route? Et là aussi, encore la même question, est-ce qu'on en a les moyens? C'est toute la difficulté du changement d'époque. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a basculé aujourd'hui dans un monde post-occidental, avec, comme le disait le député, le retour d'un certain nombre d'empires, une volonté aussi de recourir à la force qui est de plus en plus désinhibée. Donc évidemment, dans ce monde-là, l'Union européenne s'est retrouvée quand même très affaiblie. Et la France s'est retrouvée face à la difficulté de changer de modèle d'armée. C'est-à-dire qu'on avait, comme vous le disiez très justement, un modèle corps expéditionnaire, c'est-à-dire pour faire des opérations dites asymétriques. Et on se rend compte depuis un certain nombre d'années, mais avec une vraie accélération actuelle, qu'il faut revenir
sur une capacité de conduire des opérations dites de haute intensité, et c'est pas du tout le même modèle, et ça coûte beaucoup plus cher. Et Philippe Correa, est-ce qu'on peut faire ça rapidement? Parce que vous qui avez travaillé dans le nucléaire, vous savez que les programmes prennent du temps, et donc la menace se rapproche peut-être, mais nous ne sommes pas prêts, les Européens ne sont pas prêts face à l'abandon des États-Unis. On est dans une fenêtre de vulnérabilité. Une fenêtre de vulnérabilité, certes, mais on a la chance quand même d'avoir un tissu industriel et puis une motivation aussi des forces armées. On va dire quand même globalement, il y a un énorme consensus en France sur ces sujets. Maintenant, il faut aussi avoir les moyens de sa politique. Donc même s'il y a aujourd'hui un budget de la défense qui a été augmenté, il faut savoir qu'à l'horizon 2030, de mémoire, le budget, puisque l'Allemagne se remilitarise, elle se remilitarise très vite. Et d'ici 2030, je crois que leur budget de la défense sera à peu près le triple de celui que l'on aura en France en 2030. Et ça a des impacts industriels. Alors, sur les impacts industriels, vous vous êtes beaucoup préoccupé en tant que député de Lorient des fonderies de Bretagne, du fait que Replasma ne délivrait pas forcément tous ses engagements. Il y a une montée en puissance des industries de défense, notamment dans le domaine des obus, mais voilà, est-ce que les choses sont en train de changer? L'ancien commissaire européen Thierry Breton a beaucoup œuvré pour ça. Est-ce qu'on accélère tout simplement? Oui, on accélère, bien entendu, heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps parce que déjà, les entreprises elles-mêmes, pour augmenter leur productivité, ont besoin d'acquérir de nouveaux espaces fonciers, ont besoin de nouvelles ressources humaines, ont besoin de réorganiser leur filière industrielle. Donc tout ça prend du temps, mais on délivre et on a eu de belles réussites. Je pense par exemple au canon César. Vous savez que nos canons César ont multiplié par 3 les cadences, et donc ce qui a permis de faire une belle exportation dans ce sujet. Pour l'Orient, les frégates aussi sont au rendez-vous. Et nous augmentons aussi la cadence. Donc, et vous en vendrez aux Grecs? Et on en vend aux Grecs qui vont nous en reprendre encore tellement elles sont réussies. C'est ce qui marche ce partenariat est réussi. En France, c'est ce qui marche le mieux, l'industrie de défense. En tout cas, l'industrie de défense française marche bien. Elle marche bien parce qu'elle a une histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, on a fait le choix d'avoir notre propre dissuasion nucléaire, ce qui a amené l'ensemble de la base technologique et industrielle de défense française à être forte et très compétitive et très technologique, ce qui lui donne une place. Nous sommes les deuxièmes exportateurs en termes de somme d'argent, derrière les États-Unis. Donc ce n'est pas rien. Il n'y a pas un danger que l'Europe s'immisce dans notre capacité d'exportation et veuille finalement la contrôler à notre place? Alors, on veille au grain et on ne laissera pas faire, en aucun cas, ce n'est pas le projet. Par contre, l'Europe est une opportunité. Parce que l'ensemble des pays européens, comme vient de nous le dire notre invité tout à l'heure, Yves Jezekel, ancien officier des forces spéciales que j'ai connu en Afghanistan, l'ensemble de l'Europe doit se remilitariser. Donc nous avons un marché, et nous les Français qui avons fait des équipements de qualité, nous avons des opportunités. Alors bien sûr, il faut faire attention que l'argent dépensé retombe soit sur le territoire français ou territoire européen, et éviter tant que possible d'aller acheter américain. Alors, c'est une tendance historique, mais on est en train justement de revenir sur ça, parce que les autres pays européens qui achetaient américain se rendent compte que finalement, il est bien préférable d'acheter soit français ou soit européen pour des raisons de souveraineté. Yves Jezekel, vous travaillez maintenant pour Défense Conseil International. C'est un petit peu... ça dépend de l'ADIT ou pas? Alors oui, ça a été racheté par l'ADIT il y a 2 ans. Qui est le grand cabinet, le premier cabinet européen d'intelligence économique. Exactement. Et qui est quand même dans la mouvance des intérêts français. Oui. Est-ce que... cette industrie européenne de défense qu'on voit émerger, mais très lentement, est-ce que pour les petites entreprises, parce que vous regardez, vous, ce sujet pour la Bretagne, est-ce que là aussi les choses évoluent? Est-ce que le mouvement s'accélère ou pas? Je pense qu'il faut regarder d'un peu plus près l'état des entreprises de la défense. Alors c'est vrai, et le député l'a rappelé, la France est bien placée dans l'exportation d'armement, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de PME qu'il faut soutenir.
parce que les commandes n'arrivent pas forcément, parce que ces PME n'ont pas les reins suffisamment solides pour exporter elles-mêmes, pour avoir accès à l'export. Et que effectivement, une société comme DCI qui vend les savoir-faire des armées à des partenaires étrangers, le tout sous le contrôle de l'État, a tout intérêt à se rapprocher de ces PME pour leur donner l'opportunité d'arriver sur des marchés d'export. Philippe Correa, on a à Brest une base de défense importante. On a beaucoup développé également à Rennes la cybersécurité. Il y a Lorient. Il n'y a pas que le commando Hubert à Lorient. Il y a aussi des industries navales. Est-ce que la Bretagne a des atouts spécifiques ? La Bretagne, certes, a des atouts spécifiques parce que la Bretagne est une terre d'industrie de défense depuis des siècles, on peut dire, en particulier sur la partie marine. Grâce à Colbert. Grâce à Colbert, effectivement, et voilà. Mais les atouts, effectivement, existent. On le voit pour la partie export avec les FDI et puis actuellement la compétition féroce, justement, pour pouvoir vendre aussi des FDI à certaines marines scandinaves, où elles sont justement en compétition sévère avec les Britanniques, qui sont aussi en train de développer leur outil leur outil naval, avec une grande inertie négative, on va dire, mais avec aussi pas mal de performances. Et tout ça concerne effectivement la Bretagne au premier chef, non seulement sur la partie industrielle, mais également sur sa capacité à évoluer avec un tissu de PME-PMI que l'on doit garder innovante, avec une politique industrielle, défense, qui doit être bien définie et bien mise en œuvre par les acteurs publics. Alors, c'est une bagarre sur tous les fronts. Il n'y a pas que les Russes, même si les Russes sont en Afrique. Récemment, les forces spéciales, puisque vous connaissez le sujet, sont intervenues au Bénin pour conforter le président Talon. On croyait que la France-Afrique s'était terminée, pas tout à fait. Est-ce que vous pensez que ce désamour qui a fait l'effet d'un effet domino sur plusieurs régimes, au Niger, mais avant ça au Burkina Faso, au Mali et récemment au Tchad, mais enfin bon, le président Déby était récemment à l'Élysée parce qu'on ne perd pas les bonnes habitudes. Est-ce que vous pensez qu'on peut reprendre pied en Afrique ? Bon, on n'a pas tout à fait perdu pied. En fait, on a changé notre façon d'y être. Notre empreinte en Afrique est différente et c'est ainsi. Ça a été demandé finalement par des pays souverains africains qui le souhaitaient. Entre parenthèses, beaucoup se sont mis dans la gueule du loup russe, de l'ours Wagner, russe, la milice Wagner. entre autres, hein, mais et je pense qu'ils reviendront très vite vers la France, ces mêmes pays. Mais notre présence est toujours là. Simplement, c'est la façon de travailler, la façon d'y être qui a changé. Et on le voit bien, les Américains aussi ont eu la même posture que nous. Et en fait, c'est une relation. Mais les Américains. Vous dites, j'adore vos euphémismes, vous dites les Américains, ils sont quand même plus présents que par le passé, parce qu'avant ils nous déléguaient l'Afrique, pendant la guerre froide. Les Israéliens sont extrêmement présents, notamment au Maroc. Donc il y a beaucoup de monde en ce moment sur la scène africaine. Les Russes, les Turcs aussi, les Turcs qui investissent aussi, qui font des écoles coraniques, etc. Bien sûr, mais après, c'est au peuple africain et aux pays africains de faire leur choix. Nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit. Nous avons un lien privilégié par rapport à notre histoire, et même, je dirais, des liens affectifs, parce que la France et l'Afrique, c'est aussi des liens affectifs, culturels, mais après, chaque pays est souverain. Mais nous continuons nos coopérations, et ce qui nous différencie peut-être des autres, c'est justement ce lien profond qui date de longtemps avec nos amis africains. Qui n'est pas qu'intéressé, contrairement à d'autres pays. Vous avez beaucoup travaillé en Afrique, vous, notamment sur l'opération Serval, qui a été une des plus grandes opérations de l'armée française depuis la guerre d'Algérie. Ensuite, il y a eu l'opération Barkhane, on a eu parfois un peu l'impression qu'on s'y était enlisé. Vous dites qu'en matière de contre-terrorisme, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, notamment pour liquider Yad Ghali, qui est soutenu par l'Algérie, qu'on n'a pas osé l'assumer, même peut-être parce que le président Hollande en avait un peu trop dit sur les liquidations ciblées et que finalement, à travers un livre bien connu qui s'appelle Un président ne dit pas ça, on le lui a reproché. Qu'est-ce qu'on a mal fait en Afrique finalement ? On aurait dû partir plus tôt, plier les Gaules ?
Alors moi, je suis un petit peu moins optimiste que monsieur le député. Pour ce que j'ai vu, je pense qu'on n'a pas compris un certain nombre de choses en Afrique, et notamment le désir d'un certain nombre de pays africains de consolider leur souveraineté. Et que... Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'autoflagellation française dans la matière? Parce que la France-Afrique, elle est terminée depuis longtemps. Oui, elle est terminée depuis très très longtemps, mais c'est pas le sujet. Je pense qu'on n'a pas su accompagner un certain nombre de pays vers leur souveraineté, et que en plus dans l'épisode Barkhane, on s'est un peu aveuglé avec l'idée de contre-terrorisme, parce que sur le terrain, c'était plutôt de la contre-insurrection. Et vous ne prenez pas une situation de contre-insurrection comme vous prenez une situation de contre-terrorisme. Donc je pense qu'il y a eu quand même une mauvaise compréhension de niveau politique, plus que militaire, de ce qui se passait au Sahel. Et qu'il y a eu un effet domino de rejet de la France pour un certain nombre de raisons, pas que l'intervention militaire. Mais je pense qu'il y a eu convergence de pas mal de choses. Il n'y a pas eu, Philippe Correa, une petite faillite du renseignement en Afrique, là? Parce qu'on n'a pas vu venir ces coups d'État. On ne les a peut-être pas vus venir, et encore, il faudrait savoir si les informations n'ont pas été données, mais de toute façon, on a réussi quand même à les prendre en compte et à réagir. Donc je crois que ce qui est important, c'est quelque part le résultat, et l'opération Serval a été quand même une... Oui, mais je pense à ce qui est postérieur. On a dit quand même... Bon, le directeur de la DGSE a été remplacé. On n'a pas l'impression que on ait forcément eu les yeux et les oreilles totalement ouvertes pour anticiper ce qui s'est passé dans certains pays, comme le Niger notamment. Peut-être s'il y a quelque chose qui n'a pas été pris suffisamment à la bonne mesure, c'est aussi la guerre informationnelle. Il y a eu une guerre informationnelle terrible en Afrique. L'influence. À travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Et vous le savez que ça, sur une population, ça peut avoir des effets très grands. Et plus le niveau d'éducation collectif est bas, plus les rumeurs prennent racine, etc. Et c'est vrai que nous avons été déstabilisés par les Russes qui ont été très offensifs, et qui sont offensifs encore sur notre territoire national en ce moment. Hein. Mais en Afrique... donc sur notre territoire national, c'est-à-dire les Russes sont toujours offensifs dans le monde immatériel. Cyber. Sur le... Vous étiez à Kiev là récemment. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti des Ukrainiens combatifs et résilients. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. Tant qu'on les aide. Tant qu'on les aide. En fait, c'est ça. Tant qu'on les aidera, ils tiendront, et il faut qu'on les aide. Ils sont valeureux au combat. Ils ont des belles réussites par rapport à l'armée russe. Hein. On peut considérer qu'il y a 4 Russes pour un Ukrainien qui meurt sur le champ de bataille. En ce moment, c'est à peu près les chiffres que l'on a. Donc, ce qui fait, même s'il y a un problème démographique, la Russie ayant plus d'habitants que l'Ukraine est en mesure de tenir. À nous aussi de pouvoir les aider. Ils ne nous demandent pas d'aller au combat à leur place. Par contre, ils nous demandent de les aider matériellement pour les armer. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit faire. Et puis aussi, on doit se préparer, s'il y a la possibilité d'avoir un cessez-le-feu et une paix durable, eh bien d'être cette force qui puisse garantir cette paix. Et c'est ce que l'on fait à travers le commandement franco-britannique qui s'est installé au Mont Valérien et qui constitue déjà un embryon d'une force et qui sera opérationnelle pour intervenir. Vous avez quitté l'armée à 48 ans, finalement, et vous êtes lancé en politique, puisque vous êtes candidat au municipal à Les-Ardrieux. Tout à fait. Vous aviez été également, à un moment donné, candidat aux européennes derrière François-Xavier Bellamy. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager politiquement? Est-ce que vous avez voulu suivre l'exemple de Jean-Michel Jacques? Et on dit parfois que l'armée est le dernier rempart de la nation, dans une période quand même un peu inquiétante. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense qu'on a effectivement deux profils assez similaires, et en fait c'est la même idée de la France, c'est la même volonté de servir son pays.
On l'a servi tous les deux par les armes à une certaine époque, et puis aujourd'hui, on veut le servir différemment. Mais je pense que la politique a les moyens de transformer la vie des Français. Il faut la transformer dans le bon sens. Qu'aujourd'hui, la France est quand même dans une situation catastrophique. Et que servir son pays en rentrant en politique, ça a du sens. Philippe Correa, finalement, est-ce que la France a les moyens de ses ambitions? Est-ce que la Bretagne peut être un modèle? Parce que parfois, dans notre logiciel péninsulaire, on se sent à l'abri de tout. On voit sur le narcotrafic qu'il n'en est rien. Les flux migratoires sont évidemment plus faibles qu'ailleurs. Est-ce que la Bretagne peut être un modèle? Alors, la Bretagne peut être un modèle, surtout si on se compare aux non-modèles existants actuellement, en particulier à l'Assemblée, où le dialogue n'existe pas vraiment, les consensus ne sont pas vraiment des consensus. Lorsqu'on voit, par exemple, le budget tel qu'il a été voté, on peut se féliciter de l'adoption d'un budget, mais ce budget, quelque part, continue à grever le déficit. Et si on revient sur la partie bretonne, je pense que l'exemple de la réaction, du réflexe sans réflexion, que l'on peut observer de temps en temps malheureusement à l'Assemblée, nous en Bretagne, dans les entreprises, dans les associations, dans les conseils municipaux, au conseil régional, on devrait peut-être agir plus par réflexion d'abord et moins par réflexe. Parce que l'important là-dedans, c'est d'arriver à travailler pour notre salut commun. Et en particulier pour la Bretagne, arriver à mettre en œuvre toutes les potentialités que nous avons et que nous ne mettons pas assez en œuvre. Alors, il faut résister. Le président de la République a montré l'exemple à l'égard de Donald Trump, personnage fantasque et de plus en plus contesté. Néanmoins, est-ce qu'il représente une menace pour l'Alliance Atlantique, l'OTAN ? Comment est-ce que vous voyez les choses? Il y avait à l'époque où nous avons enregistré l'émission des manœuvres Orion. Est-ce que vous sentez quand même vous savez, la défense européenne, c'est un mot gigogne, c'est quelque chose dont on parle depuis tant d'années. Est-ce que vous sentez la prise de conscience? Ah oui, totalement. J'ai récemment vu l'ambassadrice du Danemark, un peu auparavant l'ambassadeur des Pays-Bas, et on voit bien que ces pays qui étaient vraiment pro-américains, même dans leur équipement militaire, commencent à sont déstabilisés et commencent à changer d'avis. Nos amis canadiens aussi, d'ailleurs, nos amis canadiens aussi. Monsieur, donc on voit bien que ça bouge. Et à côté de ce mouvement-là, avec l'initiative d'un franco-britannique à faire un commandement interopérable, par exemple, en cas c'est la coalition des volontaires, on voit qu'il y a quelque chose qui s'organise. Il faudra quand même qu'il y ait ce qu'on appelle le backstop américain, tout de même, pour que ça soit crédible. Mais plus le temps avance, plus on va pouvoir faire sans. Alors, il faut du temps, mais on va y arriver, c'est certain. C'est crédible? C'est crédible, oui. On a les moyens technologiques. L'Europe, c'est 17 000 milliards de PIB, c'est 450 millions d'habitants. Ouais, mais ça tire de tous les côtés. Ah oui, mais une fois qu'elle va être organisée, elle peut être très puissante. Bon, un mot pour finir? Vous êtes d'accord avec cette analyse? Un peu optimiste peut-être? C'est une course contre le temps. On voit bien qu'aujourd'hui le monde évolue très très vite et que l'Europe a énormément de retard. Donc c'est à espérer, mais encore faut-il qu'on soit capable de le faire. Philippe Correa, un mot pour... Non, c'est tout à fait ça. Je crois qu'on a la volonté. On a pris un grand coup sous la tête en 2022. Donc il y a toujours cette date un peu 2028 qui est un peu... un objectif de menace, il faut être le plus près possible dans l'hypothèse où on est vraiment menacé. Bon, Monsieur le Président, pour conclure, quels sont vos objectifs pour les prochaines semaines? Quelles sont vos prochaines visites? Alors mon objectif, localement, c'est déjà de consolider notre économie locale, ce qui est très important. Le replacement, alors c'est réglé ou pas? Alors pour la fonderie de Bretagne, non, c'est pas réglé du tout. Il faut continuer. Replacement n'est pas très sérieux dans ce qu'il fait, donc on les suit de près. Mais par contre, les fondeurs bretons de Codan sont vraiment bataille. Ils ont réussi à faire des prototypes d'obus, par exemple, pour diversifier le plan de charge, mais pas que. Ils ont réussi aussi à accrocher d'autres contrats dans l'automobile. Donc il faut continuer. Et pour conclure, je dirais que là où il y a de la volonté,
il y a un chemin, et je pense C'est gaulien, que ce ça. soit... Pardon ? C'est gaulien. C'est gaulien, mais tout à fait. Mais l'heure est gaulienne plus que jamais, à mon avis. Merci Jean-Michel Jacques, merci Yves Jézéquel, merci Philippe Correa. Évidemment, ces sujets de défense, nous ne sommes qu'au début et nous aurons l'occasion d'en reparler souvent. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités sur TBO et TB Sud, deux chaînes formidables que je vous conseille de ne pas lâcher. À bientôt.